Bonjour. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Donc je suis très content d'être parmi vous ce matin parce que, comme le disait Madame, ça fait plaisir de voir des vrais gens. Et ça fait plaisir aussi de pouvoir se déplacer. Parce que moi, la dernière fois que je suis venu à Nice, c'était il y a 12 ans, je pense. Donc voilà, ce matin, justement, en arrivant ici, je suis arrivé avec un peu d'avance, donc je me suis installé sur un banc sur la place Masséna, que moi je ne connaissais pas, avec le tramway complètement piétonne. Et je me suis posé un petit peu pour me préparer. Et je regardais les gens passer, et j'étais étonné, parce que donc, moi j'habite Paris. Et à Paris, on voit moins de personnes âgées dans la rue, quoi. C'est moins flagrant en tout cas que là sur la place où les gens passent. Alors il y en a certaines qui ont des déambulateurs, d'autres qui marchent librement, certaines qui sont en fauteuil. Mais en tout cas, on sent que les gens sont là et qu'ils sont bien. Ce qui m'amène à l'objet de ma petite intervention de ce matin par rapport au maintien à domicile. Le maintien à domicile, certes, comme vous l'évoquez, à travers les travaux que vous réalisez, il y a un enjeu de comment est-ce que l'endroit où j'habite, ma maison, va être adapté à la façon dont je vais vieillir. Mais il y a également un enjeu plus large autour du quartier où on habite, autour des relations qu'on entretient avec le voisinage, autour des loisirs qu'on va avoir et autour de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à ramener le maintien à domicile à une question vraiment de domicile, de voilà, la maison, voilà, les escaliers, le lit, le chemin lumineux, etc. Mais le domicile, c'est un ensemble de choses qui sont matérielles et immatérielles et qui sont exprimées comme telles par les personnes âgées quand on leur pose la question. Il y a la Fondation Corian qui a réalisé un baromètre sur le sujet il y a quelques années, dans lequel il ressortait que ce que les personnes interrogées considéraient comme le domicile, c'était pas seulement la maison, mais c'était aussi le sentiment de liberté, le fait de pas avoir à choisir, enfin le fait de pouvoir choisir le moment où on prend ses repas, le fait de pouvoir décider les activités qu'on va faire, le fait de pouvoir être libre, comme rester autonome, ce que moi je mets sous le terme de souveraineté, c'est-à-dire la possibilité d'être vraiment soi, quel que soit son âge et quelles que soient ses limitations physiques. Voilà. L'objet en fait de cette petite introduction, c'est de vous amener chacun à vous demander, quand vous parlez de maintien à domicile, qu'est-ce que vous mettez derrière et qu'est-ce que ça représente pour vous. Parce que, en fait, à partir du moment où vous vous posez la question du maintien à domicile, c'est que vous êtes confronté à une difficulté qui ne vous permet pas de vivre normalement dans votre domicile. Ça peut être lié à votre âge, évidemment, mais ça peut aussi être lié à un accident que vous avez eu. Quiconque a déjà eu une hernie discale ou juste le dos coincé sait ce que c'est en fait d'être dépendant. Et ça arrive à n'importe qui. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Et à ce moment-là, on se sent vraiment démuni. Et pourtant, on n'a pas envie de déménager pour autant. Donc pour moi, l'enjeu, il est là. Donc ensuite, voilà. Alors, je vais parler pendant une demi-heure, je vais aborder 3 sujets. D'abord, je vais vous faire un petit tour de piste de l'actualité, enfin en tout cas des faits marquants de ces dernières semaines, à mon sens. Ensuite, j'aborderai rapidement le besoin des personnes âgées, mais ça c'est un sujet que vous maîtrisez bien et sur lequel vous travaillez déjà beaucoup. Donc je ne voudrais pas non plus balancer des banalités comme ça. L'idée, c'est plutôt de vous préparer à la partie où je vous présenterai une cartographie qu'on a réalisée de la silver economy actuelle, et pour essayer de réfléchir ensemble à la façon dont la silver economy et les entreprises qui la composent peuvent contribuer en fait à inventer un monde de demain où chacun d'entre nous sera souverain, quel que soit notre âge. C'est un projet, c'est un projet assez ambitieux, mais on a toute la journée pour en parler ensemble, puisque évidemment je suis là avec vous aujourd'hui toute la journée. Donc je serais ravi en fait de poursuivre la discussion au-delà de cette petite demi-heure avec vous après, quoi. Donc dans l'actualité,
de ces derniers mois. En fait, depuis la rentrée, il y a 3 éléments marquants que je voudrais aborder. Le premier, c'est l'abandon de la loi Grand Âge qui a été annoncé par le gouvernement à peu près à la rentrée. Alors la loi Grand Âge, c'est un projet qui avait été annoncé par Emmanuel Macron en juin 2018 et qui avait tout de suite suscité beaucoup d'émoi de la part des différents acteurs du vieillissement parce que cette promesse devait contribuer à mettre en fait sous une loi beaucoup de sujets qui étaient en suspens. Et donc, après l'annonce d'Emmanuel Macron, il y a une commission qui s'est réunie, qui était dirigée par Dominique Libault, et qui a rendu un rapport en mars 2019, voilà, si ma mémoire est bonne. Et ce rapport a été très médiatisé, mais derrière ce rapport, il ne s'est rien passé. Enfin, si, il y a d'autres rapports qui ont été commandés sur d'autres sujets. Et en fait, au fil de l'eau, il y a une quinzaine de rapports qui ont été produits. Il y a aussi des associations qui ont publié des recommandations, des réseaux mutualistes qui ont fait des propositions, etc. Et petit à petit, le terme en fait, auquel la loi devait être votée se rapprochait. Et donc on le reportait, et plus on le reportait, en fait, plus on déshabillait la loi de son contenu en disant bah non, en fait, ce sujet, on ne va pas le traiter, celui-là non plus. Finalement, la loi est abandonnée, donc ça a suscité beaucoup de déception de la part des acteurs qui espéraient que cette loi arrive. Cependant, pendant la période de réflexion, il y a plusieurs décisions qui ont été prises. La première, c'est la mise en place d'un régime un régime de sécurité sociale sur la dépendance. Bon, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dedans, mais il existe. Le deuxième, c'était la revalorisation des taux horaires et donc des salaires pour les services, pour les SAD. Et la troisième, c'était la réactivation de la filière Silver Economy, qui est présidée par Luc Broussy et qui a été réactivée en octobre 2018 et qui fédère aujourd'hui les acteurs et qui essaye de mener une réflexion collective sur ces sujets. Donc voilà, donc pour moi, personnellement, je pense que l'abandon de la loi Grand Âge, c'est une déception parce que ça a mobilisé beaucoup de gens et ça a amené beaucoup de réflexions. Mais en même temps, c'est aussi un souffle nouveau puisque ça permet de se dire, voilà, c'est pas une loi qui va résoudre nos besoins, qui va résoudre nos problèmes. C'est à nous, citoyens, de nous mobiliser ensemble pour agir. Et vous le faites déjà, donc je vous apprends rien. Et moi, c'est un mode de fonctionnement qui me parle plus parce que je pense que le sujet de l'adaptation de la société au vieillissement, c'est pas un sujet global, c'est un sujet local. Et que les solutions qui sont trouvées sur un territoire local ne sont pas forcément transposables à un autre territoire. Donc c'est important de travailler avec les gens qui on se sent proche. La deuxième actualité, elle est beaucoup plus récente et elle a des impacts très très forts qu'on mesure assez mal aujourd'hui. C'est l'augmentation du prix du gaz qui a été, donc le gaz va augmenter de 12% cette année, ce qui devrait se traduire en fait par une augmentation moyenne de la facture de gaz de 600 € par foyer. Donc pour pallier à cette augmentation, le gouvernement a pris des mesures un peu de gel ou des mesures fiscales. Ils ont annoncé qu'ils allaient donner un chèque énergie supplémentaire aux foyers en difficulté. Le problème, c'est que cette augmentation, c'est que la première d'une longue suite d'augmentations qui devraient se produire dans les années qui viennent. Et donc, en fait, on ne pourra pas toujours pallier à l'augmentation par des mesures fiscales ou des chèques énergie. D'autant plus que les chèques énergie, aujourd'hui, on a un gros problème de non-recours, puisqu'il y a à peu près 25% des bénéficiaires du chèque énergie qui ne l'utilisent pas. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée par une entreprise qui s'appelle Alogia et qui a montré, qui montre qu'en fait 20% des bénéficiaires du chèque énergie sont des personnes âgées de plus de 60 ans et que dans les années qui viennent, si le prix de l'énergie continue à augmenter, en fait la part des plus de 60 ans, des personnes qui seront en précarité énergétique, c'est-à-dire dont le montant des dépenses énergétiques dépasse 10% de leur revenu annuel, va augmenter de façon très très forte. Et donc, selon Alogia, donc si l'augmentation, donc on se projette en 2030 toujours, hein, c'est un peu le prochain palier. Donc si l'augmentation de l'énergie,
Si l'énergie augmente encore de 10% d'ici à 2030, ce qui est assez optimiste, hein, il y a 34% donc des plus de 60 ans qui seront en précarité énergétique. Si l'augmentation elle est de 50%, il y a 48% des plus de 60 ans qui seront en précarité énergétique. Et si l'augmentation est de 100%, donc si le tarif double par rapport à aujourd'hui, il y a 84% des personnes de plus de 60 ans qui seront en précarité énergétique. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des actions qui peuvent être faites sur ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc c'est la part des énergies fossiles dans notre consommation. Mais ça, nous, on n'a pas vraiment beaucoup de leviers pour le faire. En revanche, au niveau citoyen, au niveau individuel, il y a des choses qui peuvent être faites. La première, c'est l'adaptation du domicile. C'est-à-dire qu'en fait, le travail d'Alogia pour essayer de réaliser des diagnostics ergothérapiques à domicile. Et ils travaillent en partenariat avec EDF pour réaliser simultanément des diagnostics énergétiques. Et leur action, ça consiste à adapter le domicile, mais aussi à éduquer les citoyens aux éco-gestes pour les aider en fait à réduire leur facture d'électricité ou de gaz, sans pour autant se serrer la ceinture. Parce que cette façon de faire, en fait, c'est déjà aujourd'hui ce qu'on fait tous. C'est-à-dire que si on sent que ça augmente, on va essayer de faire baisser un petit peu la température ou, je sais pas, couper plus souvent l'électricité. Mais il y a aussi des moyens d'adopter des éco-gestes sans pour autant se pénaliser, quoi, et vivre dans une maison froide, quoi. La troisième possibilité, c'est d'essayer de réfléchir à des modes d'habitat plus collectifs. C'est-à-dire que dans le maintien à domicile, on pense souvent au maintien dans son domicile à soi, perso, etc. Mais il y a aussi un fort développement aujourd'hui des formes collectives d'habitat. Et quand vous êtes dans une forme collective d'habitat, en fait, vous mutualisez beaucoup de choses et donc vous réalisez des économies. Et ce qui m'amène en fait à la troisième actualité, c'est que dans les formes collectives d'habitat, au-delà de celles qu'on connaît le mieux, donc qui sont les résidences-services, il y a beaucoup de formes alternatives qui se développent depuis quelques années, donc qu'on range généralement sous le terme d'habitat inclusif et qui apportent en fait une réponse alternative, comme leur nom l'indique, aux résidences-services ou même à l'EHPAD. Et il y a un rapport, donc dans la suite du rapport Libaud, il y a un rapport qui a été fait en juin 2020 par messieurs Pivot et Wolfram, et donc qui redéfinissait le cadre de l'habitat inclusif et qui évaluait à 130 000 le besoin en nombre de places dans l'habitat inclusif d'ici à 2030 pour répondre en fait au vieillissement de la population. Et j'ai travaillé avec Cyril Billot, qui travaille chez KPMG, parce que je l'ai interviewé dans le cadre d'un projet pour lui demander est-ce que ce chiffre était réaliste. Et selon lui, en fait, ce chiffre n'est pas réaliste et le besoin, il serait plutôt aux alentours de 300 à 400 000. Et il pense que, en fait, l'estimation a été minimisée dans le rapport pour ne pas inquiéter le gouvernement ou les acteurs du médico-social par rapport à l'effort à consentir. Donc, en fait, il y a un besoin important. Et il y a de plus en plus de projets qui apparaissent, que ce soit des projets associatifs ou des projets commerciaux. Et entre fin septembre et début octobre, il y a 3 projets qui ont annoncé avoir fait des levées de fonds importantes pour le secteur. Donc ça, je voulais le partager avec vous. Donc il y a la maison de Blandine. Donc la maison de Blandine, ils sont installés dans le Beaujolais. Et ils ont ambition de créer 100 structures d'ici à 2030, sachant que pour le moment, ils en ont une. Et ils ont levé des fonds avec la Banque des Territoires. Il y a Vivre Alliance. Donc Vivre Alliance, c'est une société qui crée des béguinages. Et donc pour le moment, ils ont 8 béguinages. 8 béguinages, c'est... Enfin, je vous expliquerai ce que c'est, parce que sinon, on va y passer 10 minutes. Mais bon, globalement, c'est des habitats seniors pour à peu près 25 personnes qui fonctionnent sur un système d'entraide. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'intervenants, il y a très peu de services, et en fait, ils comptent sur la communauté pour s'entraider. Vivre en béguinage, actuellement, ils ont 8 béguinages, et ils ont fait une levée de fonds là, de à peu près 11 millions avec la Banque des Territoires et Amundi. Et enfin, il y a un 3e projet qui s'appelle Bien commun, qui est créé par une société que j'aime beaucoup, qui s'appelle À l'Envie, qui est une société de service à la personne. Et donc, ils ont créé Bien commun pour créer des habitats partagés accompagnés pour les malades d'Alzheimer.
Ils ont le projet d'en ouvrir 3 en Île-de-France, et eux, pour le moment, ils ont levé 3 millions d'euros. Et c'est assez intéressant, en fait, ce que proposent ces porteurs de projets, parce que ils essayent justement de créer une forme de collectivité là où elle n'existait pas avant. Et je pense que, en fait, ce qu'on entend par maintien à domicile, c'est justement ça. Ça peut être effectivement rester chez soi, mais il y a un moment où si vous êtes isolé parce que vos enfants habitent loin, vos amis sont plus là, et puis petit à petit, en fait, vous vous reconnaissez plus vraiment dans le quartier, vous connaissez pas vos voisins, etc. Ça peut être difficile, et c'est intéressant justement d'essayer d'imaginer des formes de partage et de collectivité autour de ces projets, que ce soit dans de l'habitat collectif, comme le font les porteurs de projets que je vous ai cités, ou que ce soit plus largement en fait dans une forme de vivre ensemble en fait qu'on reconstituerait à travers donc des projets associatifs, des projets d'entraide. Voilà. Ce qui m'amène en fait à justement la question des besoins des seniors. En fait, c'est une question très difficile, et souvent quand on se la pose et qu'on n'en est pas un soi-même de senior, on est un peu sec quoi, sur les réponses qu'on apporte. Pour moi, ça ramène en fait à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au maintien à domicile. C'est difficile de s'imaginer quels sont les besoins d'une personne qui a 30, 40, 50, 60, 70 ans de plus que vous. Et le meilleur moyen en fait d'aller comprendre leurs besoins, c'est de travailler avec eux, ce que vous faites déjà, et d'aller vraiment chercher la vérité à leur contact, quoi. Je vous parlais des projets de béguinage. Il y a un organisme que j'aime beaucoup qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je le retrouverai. Mais bref, ce qu'ils font, c'est que quand il y a des projets d'habitat collectif qui se constituent, ils se greffent aux projets immobiliers pour construire la communauté d'habitants avec les futurs habitants, avec la collectivité qui les accueille, etc. Et j'avais rencontré le fondateur, donc, qui s'appelle Jean-François Trochon. Je l'avais interviewé à propos d'un projet qu'il a réalisé il y a quelques années, et où il m'expliquait que lui, il était arrivé à peu près 6 mois avant l'ouverture du bâtiment. C'était une collectivité qui faisait 12 habitants, et il avait en fait créé le groupe. Du coup, quand les gens sont arrivés dans le lieu, ils se connaissaient déjà, ils avaient déjà repéré ceux qui avaient des hobbies en commun, ils avaient déjà commencé à construire un projet ensemble, et donc cette espèce de moment où on brise la glace en fait était passé, quoi. Donc ils sont arrivés dans le lieu déjà en se connaissant. Ça, c'est très intéressant. Et il y a un autre projet dont j'ai envie de vous parler dans cette partie besoin. C'est un projet qui est réalisé en Espagne, où il y a des collectivités, un peu comme les projets que vous menez, qui réfléchissent aujourd'hui à quels sont les besoins des seniors, et qui sont dans les zones rurales, qui sont confrontés à un problème de vieillissement très accéléré, avec des villages en fait qui se dépeuplent parce que les jeunes partent en ville, les vieux restent sur place, et puis ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Et il n'y a pas vraiment on peut certes leur apporter des services, mais il y a un moment où en fait ça finit par coûter très très cher. Et donc ils ont imaginé un village qu'ils ont complètement, ils ont créé une sorte de dispensaire en fait qui sert vraiment de courroie de transmission entre les différents services, et ils ont adapté le village. C'est-à-dire que les adaptations que vous connaissez, donc je sais pas, le sentier lumineux, la rampe, etc., ils ne sont pas contentés de les mettre dans les maisons, ils les ont mis partout dans le village. Donc il y a des rampes dans les rues, ils ont peint les trottoirs de couleurs, avec des couleurs vives, de façon à ce que les gens voient mieux les reliefs, et donc chutent pas sur un pavé qui dépasse, etc. Ils ont organisé tout un système avec des petites voitures pour permettre aux gens de se déplacer et de ne pas rester bloqués chez eux. Et donc ce dispositif, il est en place maintenant depuis une dizaine d'années, et ça a contribué à rajeunir la commune, parce que comme la commune est devenue dynamique, ça a fait revenir des gens, le taux de natalité remonte, et donc ça permet à un territoire de rester actif, quoi.
parce que je pense que dans le maintien à domicile, un élément qui est très important, et ça c'est valable que vous restiez chez vous, que vous alliez dans un habitat collectif, c'est qu'on est attaché au territoire où on est, quoi. Moi j'habite dans le même quartier depuis pas mal d'années, et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer aller ailleurs. C'est assez difficile, même si j'aime beaucoup être à Nice. Je trouve que la ville est vraiment magnifique, et encore une fois, merci de m'avoir donné cette opportunité. Mais quand je suis dans mon quartier, je sais pas, il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est pas juste le restaurant qui est sympa ou les voisins avec qui je m'entends bien, c'est simplement que je sens que c'est là que je suis bien, quoi. Et c'est ça qu'on doit rechercher, en fait, c'est donner à tous les citoyens, quel que soit leur âge et leur situation, leur handicap, les limitations physiques qu'ils peuvent avoir, bah, la possibilité d'être dans un endroit où ils sont bien. Voilà. Donc, la prochaine diapo que je vais vous passer, j'en suis assez fier, c'est un travail... Voilà, d'accord. On a réalisé une petite cartographie des entreprises de la Silver Economy. Alors là, sur la diapo qu'on vous projette, on a uniquement les entreprises françaises, il y en a 177. La cartographie globale, elle est monde, et elle est à 293 entreprises. Et globalement, on retrouve la même structure. En fait, quand on a fait cette cartographie, notre objectif, c'était d'aider des gens qui ne sont pas dans la Silver Economy à comprendre les enjeux. Parce que bien souvent, quand vous croisez quelqu'un qui n'est pas dans la Silver Economy, la première question qu'il va vous poser, c'est ah oui, alors la Silver Economy, c'est l'économie des gens qui ont plus de 60 ans. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas juste ça. Et donc, ce qu'on a cherché à faire à travers ce travail de cartographie, bah, c'est à identifier à quels besoins d'un senior les entreprises qui constituent la Silver Economy aujourd'hui en France et dans le monde répondent. Et est-ce que, si on se projette dans une hypothèse d'augmentation de l'espérance de vie, de longévité, est-ce que la réponse des entreprises sera toujours corrélée aux besoins des seniors? Donc on a fait le choix de découper cette cartographie en 7 besoins primaires, et pour aider aussi les investisseurs à la comprendre, puisque au départ on était parti pour expliquer ça aux investisseurs, on a aussi une deuxième cartographie par rapport au business model. Et donc en fait, en croisant les deux, bah, on comprend mieux comment se constitue l'écosystème aujourd'hui, et comment faire pour aider les entreprises à être plus fortes, à trouver leur marché, mais aussi comment inciter les nouveaux porteurs de projets à monter des projets là où il y a des besoins réels. Parce que ce qu'on voit, en fait, quand on analyse plus particulièrement les fondateurs des entreprises de la Silver Economy, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fondées par des acteurs qui ont déjà une expérience, un vécu avec les seniors. Donc ça fait une force. En revanche, il y a peu d'acteurs qui constituent des sociétés qui ont une fibre commerciale et marketing assez forte. Et donc l'enjeu pour nous, enfin pour Sweet Home et pour tous les acteurs de l'écosystème, c'est donner à toutes les entreprises et à tous les organismes, parce qu'il n'y a pas que des entreprises, on a aussi mis les associations dedans, mais donner à tous les projets les moyens en fait d'exister et de trouver une forme d'équilibre. Et aujourd'hui, on sent que cet équilibre, il est très fragile, et qu'il y a des entreprises qui ont une bonne idée, mais qui peinent un peu en fait à la convertir en business, qui peinent en fait à trouver les moyens de la porter. Je vais vous prendre un exemple, sans le nommer. Je connais pas mal d'entreprises qui développent des produits, des équipements, que ce soit du hardware, donc des équipements technologiques, ou des produits de la vie de tous les jours. Et le problème auquel elles sont confrontées, c'est que leur produit a fait la preuve de son utilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça répond vraiment à un besoin. Il y a vraiment des acheteurs qui sont fans, c'est super, ils font des ventes, ils ont une communauté.
mais ils n'arrivent pas à dépasser en fait la limite de cette communauté. Et si vous développez un produit et que vous touchez tous les habitants de l'agglomération de Nice, mais qu'il y a un moment où vous avez besoin de grandir un petit peu pour passer à l'étape supérieure, comment on fait, quoi? Vous pouvez rester tout seul avec un site e-commerce en espérant dépenser des milliers d'euros en AdWords pour faire venir des gens dessus. Mais il y a un moment en fait où ça ne va pas suffire comme stratégie. Et le problème, c'est qu'il y a plein de réponses possibles à ce problème-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de la silver economy qui ne savent pas en fait comment y aller parce qu'elles n'ont pas en elles les ressources qui leur permettent justement de faire ce pivot. Et c'est ça en fait ce qu'on voit à travers... alors pas à travers cette carte-là, mais je ne vous ai pas toutes mises, hein, mais ce qu'on voit en fait quand on analyse notamment les sites internet, parce qu'évidemment nous derrière la cartographie, qui est très jolie, qui est très visuelle, on a construit une base de données avec l'ensemble des entreprises qui sont répertoriées. Donc je ne vous ai pas mis mais je vous le donnerai tout à l'heure. Le site, c'est un site. On a créé ce site et donc du coup, pour le construire, on est allé regarder chacun des sites internet des 297 entreprises. Et en fait, en analysant les sites, puisque c'est notre métier, on constate qu'il y a un problème de discours. Il y a un problème de corrélation en fait, entre ce que disent les entreprises et l'impact réel qu'elles peuvent avoir sur leur marché. Et ça, nous, on essaye justement d'aider les entreprises à pivoter par rapport à ça. Ça peut être à travers une meilleure communication, un meilleur site internet, etc. Mais on est persuadé qu'en ce qui concerne la silver economy, c'est aussi en construisant des écosystèmes. Moi, c'est quelque chose dont moi, je travaille pour les acteurs de la silver economy depuis 2017. Et on les aide principalement sur le marketing et la communication. Donc des entreprises, on en rencontre beaucoup. Moi, j'en interviewe énormément aussi. Je regarde ce qui se passe à l'étranger. Et globalement, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut arriver à construire des écosystèmes. Parce que si vous développez une solution, si vous développez un bras de douche ou un sentier lumineux ou un système d'actimétrie, certes, vous allez pouvoir le vendre. Alors généralement, en B2C, c'est très compliqué parce que justement, c'est des systèmes un peu innovants. Et donc, vous allez vous dire à un moment, j'y arrive pas en B2C, donc je vais essayer de travailler avec les résidents-services ou les EHPAD, certes. Mais si vous voulez vraiment toucher le grand public, si vous voulez vraiment toucher les gens et contribuer au maintien à domicile, il me semble que le meilleur moyen, c'est d'arriver à vous intégrer dans une organisation plus globale. Et d'arriver justement, comme vous le disiez tout à l'heure, à voir si vraiment votre innovation, elle est acceptée, à voir si votre innovation, elle est utile, en fait, si les gens s'en servent. Parce que si on prend l'exemple assez connu du bracelet de téléassistance que les gens posent quand ils prennent leur douche ou débranchent le soir parce qu'ils ne veulent pas déranger les gens qui sont au téléphone de l'autre côté, vous tombez en fait dans un travers vous avez un système, technologiquement il est parfait, mais en réalité il colle pas en fait aux besoins des gens, quoi. Alors qu'en revanche, si vous travaillez avec des gens et avec des utilisateurs et que vraiment vous allez chercher l'information avec eux et que vous intégrez dans une réponse globale, là à mon sens vous avez les moyens en fait de casser le plafond de verre du petit marché dans lequel vous êtes coincé. Et j'ai pas de time keep, donc je sais pas si je suis... Ah non, c'est vrai, il me reste 2 minutes. donc voilà. Donc ça, c'était ma conclusion, en fait. Donc je me suis pas présenté. Ça fait bizarre de se voir en grand comme ça. Donc je m'appelle Alexandre Faure, je suis le fondateur de Sweet Home, donc qui est on est une agence de conseil en communication et stratégie marketing pour les entreprises de la silver economy. Et on a également 2 médias, un site donc qui est sweethome.info et une newsletter hebdomadaire. Et vraiment, moi, quand j'ai créé Sweet Home au départ, je ne m'étais pas forcément préparé à travailler pour les entreprises. Moi, vraiment, mon ambition au départ, j'ai créé ça en 2017, au moment où il y a justement... il y avait un rapport, il y avait une commission parlementaire qui se réunissait sur le maintien à domicile.
Et ça m'a un peu donné un déclic à ce moment-là, en fait, par rapport à ce besoin, parce que je sentais que c'était quelque chose de très très compliqué. Et c'est pour ça que je suis rentré dedans. Je suis rentré dans l'écosystème pour essayer de trouver des solutions pour vraiment les particuliers. Et en travaillant, je me suis rendu compte que j'avais plus d'impact en travaillant avec les entreprises qu'en travaillant avec les particuliers. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce pivot. Mais c'est des sujets qui sont toujours très, très liés, quoi, parce que vous soyez, que vous vous intéressiez au sujet à titre personnel ou à titre professionnel, globalement, le vieillissement, c'est quelque chose qui nous arrivera tous. Et donc, quelque part, quand on réfléchit à ces sujets-là, on ne peut pas s'empêcher de penser le monde dans lequel on a envie de vieillir, quoi. Et donc, moi, c'est ce qui me donne envie de me lever chaque matin. Et je suis content de pouvoir en discuter avec vous tout au long de la journée, quoi. Voilà.